Bonjour à tous et à toutes, Lydie Poré du planning familial. Donc on est plusieurs membres du planning dans la salle. On remercie Action Traitement pour l'invitation. Et j'ai le plaisir de co-animer l'atelier qui vient avec Giovanna. C'est un grand plaisir d'animer cet atelier dans ta compagnie et surtout un atelier qui, pour la première fois, dans toutes les stratégies proposées pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et notamment les femmes vivant avec le VIH, la notion des femmes trans est inclue dans cette question de prise en charge. Et donc, on va vous proposer aujourd'hui d'abord, Lydie va présenter les résultats d'une mini-enquête qui a été proposée par Action Traitement à travers différents canaux de communication, mail, réseaux sociaux et autres. Et après, on va vous proposer de participer à un atelier un peu participatif. L'idée avec cet atelier, c'est surtout de, ensemble, compléter peut-être les résultats de cette enquête et surtout de faire émerger à travers vos expériences qui sont riches, qui sont extrêmement différentes les unes des autres mais complémentaires et de faire remonter encore de peut-être propositions pour améliorer encore une fois la prise en charge des femmes trans et cis vivant avec le VIH. Je te laisse Et donc merci à Action Traitement qui a mené une enquête là, au cours de l'été et jusqu'en début d'automne. La question était de savoir quelle offre de santé pour les femmes cis et trans vivant avec le VIH. C'était vraiment un souhait de recueillir les besoins des personnes concernées, les besoins du terrain. Vous avez les résultats complets dans le petit sac. Là, on a juste extrait quelques informations. Donc vous voyez, il y a eu 39 réponses. 31 femmes cis, 5 personnes non-binaires et 3 femmes trans. Ensuite, vous avez la moyenne d'âge. Ça vous situe... Alors, contrairement à ce matin où on a eu des restitutions d'enquêtes menées avec des protocoles, voilà, là, c'est une enquête flash qui vaut ce qu'elle vaut. Et donc, voilà, on avait demandé aussi aux personnes de définir leur orientation sexuelle. On cible juste là quelques résultats, mais vraiment vous avez plus de résultats sur le document. Ça fait écho à ce qu'on a pu entendre depuis le début de la journée. Il y avait une question sur le renoncement aux soins, avec là des apports. Donc ça concerne 31% des répondantes, et elles ont expliqué les raisons, principalement pour des raisons financières, et aussi des refus de soins et discrimination. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui nous interpelle, qui nous parle. On avait aussi posé une question sur le suivi gynécologique, donc en s'adressant aux personnes qui pensent en avoir besoin. Et donc là, on a aussi une idée des chiffres. Donc on voit que sur 39 répondantes, dont une partie est concernée, 17 ont réalisé une consultation gynécologique il y a moins d'1 an. Donc on peut se dire que parmi les répondantes, c'est plutôt pas mal. Et puis enfin, en tout cas pour ces résultats-là, on leur a demandé de citer les difficultés qu'elles rencontrent pendant leur parcours de soins. Donc on a la sérophobie qui arrive bien en tête avec une observation d'un manque de temps et de disponibilité des professionnels, qu'ils soient de santé ou sociaux. Des difficultés à trouver un professionnel disponible aussi, du manque d'informations, donc là ce sera à creuser, quelle information, et des questions de démarches administratives et d'isolement, ce qui ne nous étonne pas suite à ce qu'on a entendu ce matin. Et intéressant, 41% des répondantes, donc soit pas tout à fait la moitié, mais une bonne partie, ne fréquentent pas d'association, soit parce qu'elles n'en ressentent pas le besoin, soit parce qu'elles n'ont pas trouvé d'association qui leur correspond. Donc ça aussi, ça nous donne de la matière à réfléchir. Et on leur a proposé aussi aux répondantes de faire remonter des propositions qui peuvent commencer à nourrir nos réflexions. Ce qui est remonté, c'est regrouper les professionnels de santé, avoir un médecin généraliste formé aux spécificités du VIH et un lieu d'accueil réservé aux femmes séropositives. Donc ça, c'était quelques propositions.
77% des répondantes, comme vous le voyez, elles pensent qu'un lieu d'accueil qui regrouperait toutes les professionnels de santé qui interviennent dans la prise en charge des femmes vivant avec le VIH serait utile. Et elles ont cité les raisons pourquoi ce serait utile, sur les questions de coordination, de simplicité dans les démarches, avoir aussi un meilleur accès à l'information et puis être sûr de consulter des professionnels de santé qui sont sensibilisés aux questions de VIH. Donc voilà, c'est déjà pas mal pour nourrir nos réflexions. Et là, on va vous proposer un petit temps collaboratif, participatif. On va vous proposer qu'on se répartisse en 3 groupes, les plus hétérogènes possibles, si c'est possible de ne pas aller avec quelqu'un qu'on connaît, même si on aime bien et que ça va être l'occasion de discuter. Là, l'objectif, c'est aussi d'avoir des temps d'échange avec des personnes avec lesquelles on n'est pas forcément habitué à discuter et à travailler. Et on souhaite, pendant ce temps, collecter d'autres informations sur les besoins des femmes vivant avec le VIH en termes d'offres de santé. Quelle que soit votre expérience, que vous soyez concerné ou pas, c'est très important pour nous de faire cet atelier participatif. Et donc, on va commencer. Il y a 3 ateliers. Un ici à l'entrée. Un deuxième salle 105 et le 3e salle 106. Voilà. Donc, voilà. Et donc, toi, si un groupe va suivre Giovanna, un groupe va me suivre et un groupe va suivre Julia, qui est déjà là-bas. Et donc, on va vous inviter à Allez, vamos. On va se donner 5 petites minutes pour que chaque groupe dise en 1 minute 30, fasse une petite synthèse du travail collectif. Un grand merci à vous parce que vous avez joué le jeu et c'était vraiment super. Vos contributions, super. Et bien super. Si les personnes qui sont volontaires pour restituer veulent bien venir... Je suis chargée de vous faire le retour de cet atelier. Au départ, la question était, en tant que femme vivant avec le VIH, quels sont vos besoins ? Alors, vous l'avez remarqué, dans la salle, il y a des hommes, donc on a reformulé pour savoir, pour que tout le monde puisse y répondre. Donc, en premier lieu, c'est trouver un médecin traitant, gynécologue, avoir une vie sexuelle et affective épanouie, avec un accès à un traitement adapté et personnalisé, être écouté, être régularisé, se sentir en confiance, avoir des espaces de travail psychocorporels pour les symptômes à résonance sociale, me nourrir tous les jours, la confidentialité dans les foyers auprès des assistantes sociales, limiter ma charge mentale, un regroupement entre femmes vivant avec le VIH, un espace de construction et de décision par les femmes concernées, question de l'éthique, ne pas parler à la place d'eux. Voilà. Oups. Besoin d'être entre elles, espace en non-mixité, des lieux d'échange entre pairs, l'accès à l'information numérique, pas de déserts médicaux, des solutions pour la garde d'enfants, la traduction et l'aide à l'alphabétisation, s'assurer d'une sexualité sans risque, avoir un ou une infectiologue qui ne se préoccupe pas exclusivement de la charge virale et du taux de CD4, pouvoir allaiter sans peur, avoir une autonomie financière, avoir des actions plus fortes pour lutter contre les discriminations, des campagnes nationales, des besoins d'information vers le grand public, par rapport au TASP, par exemple, une aide aux jeunes mamans, être une femme et pas un simple statut, développer la recherche de la PrEP pour les femmes, meilleure représentation des femmes dans la recherche.
Alors, pour les femmes et séropositivité, qu'est-ce que ça vous évoque? Vous voyez que le tableau est assez chargé, sans doute à l'image de la charge mentale des femmes séropositives, c'est quelque chose qui est ressorti, et sans doute aussi à la densité du combat qu'elle mène. Et je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait beaucoup de choses extrêmement positives autour de la sororité, du féminisme, de la force de caractère, du courage, de la résilience. Donc beaucoup de thèmes très très positifs. Et inversement, un peu en miroir, beaucoup de choses au contraire plutôt difficiles autour des combats et des défis qu'elle rencontre, autour des tabous, des vulnérabilités, de la discrimination, de l'invisibilisation. Et donc en fait, en gros, si on voulait regrouper un peu tout ce qui s'était dit, il y a vraiment ces deux idées de quelque chose de très positif et qui répond peut-être à quelque chose de justement très dur, beaucoup de défis. Voilà pour faire synthétique. Bonjour à tous, moi je m'appelle Elisa parce que je ne suis pas encore intervenue contrairement à Hippolyte, et on va restituer la question sur vous accompagner des femmes cis et trans vivant avec le VIH, quels sont les besoins que vous avez repérés pour les femmes. Donc il y a pas mal, quasiment 3 pages, et on retrouve des choses des éléments qui se regroupent, comment trouver un bon gynéco qui connaît le VIH, développer des espaces de parole, week-end d'information, ensuite pareil, des liens sur encore médicaux par rapport à un gynécologue, mais aussi au tractus génital, que ce soit vagin ou anus, effectivement. Pardon, excusez-moi. Donc on retrouve une fois de plus cette idée de milieu médical sachant et bienveillant, des lieux d'hébergement mère-enfant, donc là on rejoint le côté intracommunautaire et sororité comme on a dit tout à l'heure, accompagnement social, juridique, administratif, renforcer cet accompagnement et surtout j'imagine les formations des personnes, accès aux activités, nature, de nouveau on retrouve les trucs de ressourcement, etc. Des professionnels formés, sensibilisés, on en revient à cette notion, des culottes mensuelles et tests de grossesse, gestion burn-out des accompagnantes, lien accueil, alors je n'arrive pas à tout très bien lire, mais bon, pour toutes et tous, j'imagine, lien accueil enfant, mais bon, voilà, lien accueil, au niveau de la représentation, donc là, on retrouve, c'est lutter contre l'invisibilité. Alors c'est intéressant de lire parce que finalement on voit qu'il y a eu 3 groupes et à chaque fois on retrouve quand même les mêmes thématiques qui reviennent. L'interprétariat, donc on imagine pour les parcours de migration, et c'est très important parce qu'effectivement, quand on a à faire face à l'administration, c'est bien d'être soutenu et comprise. Des groupes de parole, d'information, donc en présentiel, à distance, donc permettent un maximum de canaux pour pouvoir échanger. Là, c'est donc le 3e groupe, médecin traitant, AS de référence, assistance sociale, être associé à la recherche clinique, meilleure adaptation meilleure adaptation des traitements, donc un meilleur suivi, bien-être, image de soi et moments de répit éthique, relaxation, le fait de pouvoir... On retrouve tout à l'heure avoir une vie et des éléments de vie qui peuvent faire penser à autre chose, être accompagné dans une démarche dans mes démarches retraite, de démarches administratives pour les personnes effectivement qui s'approchent de la retraite, donc ce besoin d'accompagnement thérapeutique, pérenne, effectivement, face au trauma. Proposition pour suivre l'annonce de diagnostic, donc une fois de plus on retourne vers cette logique d'accompagnement sur les mutilations génitales, j'imagine, intersexes, parce que c'est pareil, c'est une spécificité des personnes intersexes, surtout quand on a parlé tout à l'heure un peu du genre du médicament, effectivement, où rentrent les inters, c'est une bonne question, et qu'est-ce qui se passe aussi avec les néovagins, avec les transformations, alors pas de mutilation pour le coup, mais des chirurgies. Et pour terminer, on avait effectivement un dialogue médecin par rapport à la charge virage indétectable, donc plus d'informations à destination des FVIH, et on a mis un peu de temps pour améliorer la posture de l'accompagnement face au droit à la confidentialité et à la discrétion. Ce qu'on voulait aller, c'est plus loin que le secret médical, parce qu'on sait que le médecin a un secret médical, mais il y a aussi un accompagnement dans la vie sociale, dans la vie de groupe, et quand on arrive à certains événements, et voilà, pas être forcément visible en tant que personne PVIH, si on est une association PVIH, effectivement, pas forcément
et qu'on accompagne des gens en un lieu qui n'est pas destiné au PVIH, pas arriver, voilà, garder cette discrétion pour pas tout de suite outer les personnes par rapport à ça, ou dans une pharmacie quand on donne des médicaments. Donc cette idée de former ces professionnels accompagnants, tous ces professionnels de santé à cette logique au-delà du secret médical, de la confidentialité, du respect effectivement de la personne, de ce droit à l'oubli aussi, à l'invisibilité positive. Donc ce qu'on pourrait dire vite fait, c'est quand même de retrouver finalement, on retrouve à chaque fois un axe d'amélioration d'un point de vue du monde médical et en même temps d'un point de vue plus communautaire, plus entre femmes, entre personnes concernées, pour aussi pour cette entraide et puis cet empowerment, comme on dit si bien à Lyon. Donc voilà. Merci.